Avançons et parlons de l'antisémitisme à présent. Avec vous, Philippe Meyer, vous êtes membre du bureau exécutif du CRIF. C'est un chiffre qui en dit long sur l'inquiétude des Français de confession juive. Cette année, selon les chiffres du ministère de l'immigration israélien, les départs de Français juifs en direction d'Israël ont explosé. La cause première serait donc la montée de l'antisémitisme. Et c'est tout l'échec français de voir cela. Parce que moi, je croyais aux promesses qui ont été faites par le gouvernement de dire on va les protéger, on va protéger tous les Français, y compris évidemment ceux de confession juive qui sont ciblés depuis le 7 octobre. Force est de constater que quand vous avez une explosion de ce qu'on appelle les alias, c'est qu'il y a faillite dans cette protection. Chloé Tarka nous explique, et on en parle avec vous, cher Philippe Meyer. Ils sont de plus en plus nombreux à franchir le pas. Sur les 21 900 immigrants arrivés en Israël cette année, 3 300 venaient de France, soit une hausse de plus de 45% par rapport à 2024. Une progression nette marquée par la tendance à l'alia, ce mot hébreu qui désigne l'immigration vers Israël, considéré dans la tradition juive comme un retour symbolique sur la terre d'origine. Un retour qui pour beaucoup relève aussi d'une quête de sécurité. Dans des pays comme la France et le Royaume-Uni, où l'antisémitisme est en hausse et parallèlement à l'action continue du ministère pour encourager l'alia, on enregistre une augmentation du nombre d'immigrants. La Russie reste en tête des pays d'origine avec 8 300 arrivées, suivis des États-Unis puis de la France. Des chiffres encore loin du pic de 2015 où près de 8 000 Français avaient rejoint Israël après les attentats de Paris. Au total, ce sont plus de 130 000 Français qui ont fait leur alia depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Un choix à la fois spirituel, identitaire et aujourd'hui de plus en plus sécuritaire. Je me tourne vers vous, Philippe Meyer. Vous êtes membre du bureau exécutif du CRIF. Lorsqu'on entend Chloé Tarka, lorsqu'on voit ce chiffre de 45%, plus 45% d'alia, on a envie de dire quel gâchis. Évidemment, quel gâchis, mais d'abord pour revenir un petit peu sur ces chiffres. 3 300 départs de Français juifs vers Israël en 2025. C'était environ un peu plus de 2000 en 2024. C'était un petit peu plus de 1000 en 2023. C'est 35 000 sur les 10 dernières années, ramené à une population de la communauté juive en France d'environ 450 000 personnes. Donc évidemment, c'est des chiffres qui sont en hausse et ce chiffre de 2025 qu'on vient de présenter est on revient dans la fourchette haute, très haute des 10 dernières années. Et un autre chiffre qu'on ne donne pas là, qui est intéressant, quand on ramène le nombre de Français juifs qui font leur alia, qui partent en Israël, à la population globale de la communauté juive en France, on est à un ratio de 3 fois plus que pour le reste du monde. Quand on prend la totalité des 20 000 juifs à travers le monde qui ont rejoint Israël par rapport à la population juive mondiale hors Israël, bien sûr, on est à un ratio de 3 fois plus en France de juifs qui quittent leur pays par rapport aux autres pays de diaspora juive. Ce départ, il était auparavant, c'était un départ de conviction. C'était l'objectif de rejoindre Israël, par conviction évidemment et religieuse. Aujourd'hui, ce départ, il est nourri par une autre chose. C'est la crainte pour sa famille, pour ses proches, pour soi-même, d'être agressé parce que juif. Et c'est ça, c'est l'antisémitisme qui est le moteur de ces départs-là aujourd'hui, et notamment depuis le 7 octobre 2023. Bien sûr, normalement, si le choix de partir en Israël, de faire son alia, ou le choix de partir ailleurs, parce que là on parle uniquement des Français juifs qui partent en Israël, qui partent ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Angleterre ou ailleurs. Mais en tout cas, le choix de partir en Israël, quand il est le fruit d'une décision pour un choix de vie, pour un idéal, pour une tradition familiale, évidemment, c'est autre chose. Quand c'est le résultat d'une peur, d'une volonté de ne plus vivre dans son pays parce que cette vie est devenue insupportable, là, ça devient quelque chose de grave et c'est évidemment ce qu'on est en train de vivre. Vous savez, quand on se rappelle ce qu'était l'année 2025 qui va s'achever demain soir, ce qu'elle a été pour les Français juifs comme pour les Français dans le monde. Le tsunami antisémite qui a commencé le 7 octobre 2023, qui ne s'est pas arrêté pendant les 2 ans qui ont suivi, qui ne s'est pas arrêté depuis octobre dernier où le conflit entre Israël et le Hamas s'est interrompu. Quand on voit ce qui s'est passé en France pour les Français juifs pendant toute cette année 2025, très honnêtement, on aurait pu s'attendre encore à des chiffres bien supérieurs à celui-là.
Mais vous parlez d'un Aujourd'hui- tsunami, c'est intéressant la formule que vous employez, vous parlez de tsunami. Quand on veut se protéger d'une énorme vague, eh bien, il y a des digues. On peut essayer de créer un mur. Il y a un mur aujourd'hui qui n'existe pas, ou qui n'existe pas suffisamment, pardonnez-moi, c'est la justice. Je ne sais toujours pas si dire que le Hamas est un mouvement de résistance, c'est pénalement répréhensible. Je ne sais toujours pas quelle est la frontière aujourd'hui entre ceux qui se prétendent être antisionistes et qui sont passionnément antisémites. Je ne sais toujours pas si de dire que le 7 octobre était là aussi un acte de résistance, c'est de l'apologie du terrorisme. Et pourtant, vous avez des plaintes, mais dizaines et des dizaines de plaintes qui ont été déposées et qui aujourd'hui sont sans réponse depuis le 7 octobre 2023. Vous savez, Elliot, les chiffres de l'ALIA ne sont pas un indicateur. C'est un symptôme. Un symptôme de la situation des Français juifs dans leur pays et un symptôme de ce qu'est devenu le pays. On a l'habitude de dire que l'antisémitisme est un baromètre de l'état de la société. Ça a été vrai de tout temps, de tout âge. Ça l'est évidemment, a fortiori depuis le 7 octobre 2023, où on a vu ce tsunami et on a vu toutes les digues dont vous parlez qui ont lâché les unes derrière les autres. Il y a bien sûr la digue du pacte républicain. Quand on voit des partis politiques en France, depuis le 7 octobre 2023, je pense à l'extrême gauche et bien sûr à LFI, qui soufflent sur les braises de la haine d'Israël, qui soufflent sur les braises de l'antisionisme pour cacher un antisémitisme larvé. Quand on voit que tous les Français juifs en France, en Europe, dans le monde, sont qualifiés de génocidaires depuis 2 ans. Quand on voit que finalement, comme vous l'avez très justement dit, la justice, quelquefois, n'est pas toujours au rendez-vous. Juste rappeler 2 affaires récentes. Ce maire d'une petite ville de Dordogne qui expliquait il y a quelques jours, quelques semaines, que la France, je le cite, entre guillemets, est trop youpine pour boycotter Israël. Eh bien, le procureur d'Agen a décidé de ne pas le poursuivre et simplement de lui donner une amende de 500 € parce qu'il avait fait quelques excuses après. Quand on voit cette affaire de la nounou qui a voulu empoisonner une famille juive de Levallois avec ses enfants, chez eux, à la maison, en mettant de la javel et d'autres produits toxiques dans les aliments, dans le repas de Shabbat du vendredi soir, dans le whisky du mari et dans les aliments des enfants. Et quand on voit que finalement le tribunal n'a pas retenu la circonstance aggravante d'antisémitisme, on se dit qu'effectivement il y a des sursauts qu'on appelle depuis très longtemps. Et puis c'est devenu un sursaut contre l'antisémitisme en France qu'on ne voit pas. C'est devenu, et c'est cette formule moi qui m'avait marqué après l'agression d'un rabbin en France, un riverain, et je ne lui en veux pas, personne, puisqu'en fait il a raison. Il avait employé cette formule que j'ai gardée en mémoire. C'est devenu routinier. Donc l'antisémitisme est devenu quelque chose de routinier sur notre sol. On a quand même une enfant qui a été battue parce que juive, qui a été violée. Et finalement, on a oublié cette histoire. On a oublié ce drame. Et on n'a pas fait de ce drame un temps quasi historique, une histoire sombre bien sûr, mais pour se dire mais comment protéger nos Français de confession juive, comment lutter contre ce mal qui fait qu'aujourd'hui, ce climat antisémite a des conséquences dramatiques sur notre sol, à tel point que vous avez une gamine qui a été tabassée par des adolescents de sa classe. 13 ans. Elle en avait 12. Elle en avait 12. Vous vous rendez compte ? Tabassée et violée parce que juive. Ça s'est passé chez nous. Et comment accepter que des députés de la République, avec l'écharpe tricolore sur eux, stigmatise, cible les Français juifs depuis 2 ans, chaque jour qui passe, en les traitant de génocidaires. Comment peut-on accepter que dans une république comme la France, ces députés, finalement, peuvent dire ce qu'ils veulent, sans être inquiétés, sans qu'un cordon sanitaire soit mis autour d'eux de façon solide pour éviter ce genre de dérapage. La liberté d'expression, même en politique, n'excuse pas tout. On ne peut pas stigmatiser. Le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Bien évidemment. Mais oui, mais vous avez raison de le rappeler. Suffisamment malin. C'est évident. Il y a une ligne de crête
sur laquelle... Je vais vous dire, ils sont pas si malins que ça, parce qu'il y a des déclarations, je peux vous assurer, que très rapidement, si vous les prenez en main, vous savez, ça dure pas 3 heures. Hein. Très rapidement, vous voyez que c'est pénalement répréhensible. Simplement, c'est, encore une fois, c'est pourquoi ça tarde. Moi, je n'ai pas la réponse. Certains vous diraient, parce que les tribunaux, il y a des plaintes, et donc les tribunaux sont embourbés, c'est long, etc. D'autres vous diraient la trouille. Hein. Alors quelquefois, pardonnez-moi d'être simpliste. Quelquefois, tout ce qu'ils disent n'est pas pénalement répréhensible. Bien sûr. Je vous parle de certaines déclarations. L'appel à la destruction d'un État, aujourd'hui, n'est pas pénalement répréhensible en France. Il y a un projet de loi porté par Caroline Yadan qui essaye d'aller dans ce sens et qui pourra peut-être être examiné par l'Assemblée en début d'année, qui pourrait changer les choses. De dire le Hamas est un mouvement de résistance, c'est pénalement répréhensible. En tout cas, pénalement répréhensible ou pas, cela fait des dégâts énormes dans la société, des dégâts énormes pour les Français juifs. Judith Vintraube, on parle beaucoup de l'antisémitisme propagé, alimenté, encouragé, nourri par LFI, mais il n'y a pas de parti en cause. Les médias, une partie des médias ont leurs responsabilités. Tellement vrai. Quand vous voyez comment Francesca Albanese, rapporteur spécial de l'ONU pour les droits humains dans les territoires palestiniens, pour citer son titre exact, propage sa haine, soi-disant antisioniste, bien souvent anti-juive, sur les antennes de l'audiovisuel public, c'est effrayant. Je rappelle une émission, elle a été reçue par Charline von Honecker sur France Inter, les deux bonnes copines qui discutaient du génocide perpétré par Israël. Évidemment, aucune contradiction, aucune remise en cause. On a eu droit à de l'endoctrinement pur et simple. Et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Alors certes, il y a LFI, mais il n'y a pas que LFI. Et je ne reviens pas sur le traitement fait par l'AFP, l'agence France-Presse, du pogrom du 7 octobre. Mais ça, je l'oublierai jamais. J'étais à l'antenne sur ce plateau, c'était un samedi, donc 7 octobre. À 9h du matin, les alertes arrivaient. Je lisais le mouvement, c'était pas appelé le Hamas comme un groupe terroriste, mais la branche armée du Hamas lance une offensive, ou que sais-je, sur le sol israélien. Et je lisais branche armée, branche armée, branche armée. Et je recevais les images qui nous faisaient évidemment penser à tout ce que nous avons vécu sur notre sol, à savoir du terrorisme islamiste. On voyait ces images, on avait marqué branche armée, et naturellement à l'antenne, j'ai dit mais jamais vous m'entendrez parler de branche armée, on est face à du terrorisme, et ce qui est en train de se passer est une horreur absolue. Mais vous avez raison de le rappeler, chère Judith Vintraube. La France insoumise, justement, parce qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette affaire, mais si on parle de la France insoumise, là aussi l'omerta, c'est très intéressant, à l'approche des élections municipales, les députés LFI se livrent à de plus en plus de dérives communautaires, voire racialistes. On appelle à un vote en fonction d'une race et plus d'idées, et les pouvoirs publics, les politiques sont tétanisés à l'idée de réagir. Voyez le sujet, il est signé Vincent Fahandez. Lors d'une interview publiée récemment, le député LFI de Seine-Saint-Denis, Ali Diawara, assure ne s'intéresser qu'à une certaine catégorie d'électeurs. Moi, mon sujet, c'est les gens de chez nous. Quand je dis les gens de chez nous, c'est les Noirs et les Arabes qui ne votent pas. Je suis en mission, et c'est ça mon sujet. Le reste, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais j'en ai rien à faire. Carlos Martins Bilongo, député LFI du Val d'Oise, s'est également illustré dernièrement. Dans une interview, il oppose deux camps, dont le sien, sans pour autant préciser davantage. On va leur montrer qu'on est plus nombreux, on est plus intelligents, plus endurants. Si on a fait plus de gosses qu'eux, tant pis pour eux. S'ils voulaient faire des gosses, ils avaient qu'à s'aimer, faire l'amour et faire des enfants. Enfin, ce week-end, ce sont les propos de Sébastien Delogu qui ont fait polémique lors d'un meeting à Saint-Denis. Saint-Denis et Pierrefitte ont été des terres où beaucoup d'immigrés et de racisés sont passés. Vous avez une opportunité en or qu'enfin un racisé dirige ces deux villes et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir ici. Et je vous le dis franchement, vous êtes observé à travers tout le pays. Le député des Bouches-du-Rhône dit vouloir faire de cette terre historiquement communiste une terre insoumise. Et à chaque fois, ces déclarations-là,
ça passe crème. C'est-à-dire il y a très peu de réactions. Que fait SOS Racisme ? Que font les associations qui luttent justement contre les discriminations et qui luttent contre l'incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'origine, l'ethnie ou la race, Alexandre Devecchio ? Oui, d'ailleurs, si on ne savait pas qui tenait ces propos, on pourrait les attribuer à l'extrême droite racialiste des années 30 d'une certaine manière. Parce que là, pour le coup, on demande toujours, les gens disent extrême droite sans parvenir à définir, à vouloir réguler les flux migratoires, ce serait d'extrême droite. Là, on a un discours ethnicisant. On a un discours racialisant, on demande aux gens de voter en fonction de leur couleur de peau. Vous imaginez la régression, on fait l'éloge du grand remplacement de manière agressive, puisqu'en gros, ce que dit Bilongo, c'est on va remplacer les Blancs, tant pis pour eux, et c'est limite, on va limite par la violence. Donc c'est très étonnant, vous avez raison. On est plus intelligent, plus endurant, on va leur montrer qu'on est plus nombreux. C'est quasiment biologisant, plus endurant. Juste avant on courte pause, mais on en reparlera dans un instant. Philippe Meyer, moi ce qui m'intéresse, pardonnez-moi, vous êtes membre du bureau exécutif du CRIF. Les associations qui luttent contre l'antisémitisme, l'incitation à la haine, elles ont peut-être aussi une responsabilité, non pas dans cette impunité, mais normalement, les associations comme SOS Racisme ou comme la vôtre, elles agissent, elles signalent, elles peuvent se porter partie civile si plainte il y a. Là, sur les déclarations de la France Insoumise, ces dernières déclarations, c'est silence radio. Alors, c'est peut-être les vacances, que non, alors, je ne vais pas parler pour d'autres. Oui. Mais en tout cas, pour le CRIF, c'est pas silence radio. Et on réagit très régulièrement sur tous ces dérapages, toutes ces dérives anti-républicaines, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On le fait très régulièrement. Et vous savez, quand on fait le lien entre les premières images qu'on voyait de ce qui s'est passé après des matchs de foot hier soir, quand on voit ces déclarations complètement irresponsables des élus LFI, qui sont effectivement des déclarations racistes, raciales, en tout cas racistes, on ne peut pas s'étonner derrière que ce vivre ensemble ne fonctionne pas. On ne peut pas s'étonner derrière que toute cette banalisation des mises en cause des valeurs de la République, finalement, ont des impacts sur le climat pour les Français juifs, explique également ce qui se passe en termes d'Alia aujourd'hui, et explique que pour certains, aujourd'hui, citoyens français, dont les juifs, ça devient insupportable et suffocant de vivre sur notre sol. Après tout ça, on peut pas l'ignorer. Bah, si vous dites que c'est une dérive raciste, le racisme, encore une fois, le racisme, ce n'est pas une opinion et c'est un délit. Non. Et les associations qui luttent contre les discriminations ou le racisme ont plus de poids et peuvent aller plus vite que n'importe quel citoyen. Faut-il que la justice... Ah, bah bien sûr, mais faut-il d'abord déposer ou signaler les faits. Mais vous avez raison.